Tout cela changea avec Camille et nous devîmes des clients réguliers de la boucherie-charcuterie ainsi que de la boulangerie-pâtisserie, toutes deux situées place du Tripot, comme la mairie et l'office de tourisme. Enfin, pour parler plus exactement, Camille en devint une cliente régulière. Je me contentais en général de l'attendre en buvant des demi à la brasserie Le Vincennes, qui faisait également bar tabac, et l'Auto PME, située place Charles de Gaulle, juste en face de l'église. Nous dînâmes même une fois au site Normand, le restaurant du village, qui s'enorgueillissait d'avoir en 1971 accueilli les Charlots pour le tournage d'une scène du film Les Bidas en folie. Il n'y avait pas eu que Pink Floyd et Deep Purple. Les années 1970 avaient eu leur part d'ombre, mais quoi qu'il en soit, le restaurant était bon et le plateau de fromage somptueux. C'était pour moi un mode de vie nouveau dont je n'avais jamais imaginé la possibilité avec Claire et qui s'avérait plein de charme insoupçonné. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Camille avait des notions sur la manière de vivre. On la plaçait dans un joli bourg normand perdu en pleine campagne, et elle voyait tout de suite comment tirer le meilleur parti de ce joli bourg normand. Les hommes en général ne savent pas vivre. Ils n'ont aucune vraie familiarité avec la vie, et ils ne s'y sentent jamais tout à fait à leur aise. Aussi poursuivent-ils différents projets, plus ou moins ambitieux, plus ou moins grandioses, c'est selon. En général, bien entendu, ils échouent et parviennent à la conclusion qu'ils auraient mieux fait tout simplement de vivre. Mais en général aussi, il est trop tard. J'étais heureux, jamais je n'avais été aussi heureux et jamais plus je ne devais l'être autant. Je n'oubliais à aucun moment pourtant ce que la situation avait d'éphémère. Camille n'était qu'en stage à la DRAF. Elle devrait inéluctablement repartir en fin janvier pour reprendre ses études à Maison Alfort. Inéluctablement? J'aurais pu lui proposer d'arrêter ses études, de devenir femme au foyer, enfin de devenir ma femme, et avec le recul quand j'y repense, et j'y repense à peu près tout le temps, je pense qu'elle aurait dit oui, surtout après l'élevage industriel de poules. Mais je ne l'ai pas fait, et sans doute je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas été formaté pour une telle proposition. Ça ne faisait pas partie de mon logiciel. J'étais un moderne. Et pour moi, comme pour tous mes contemporains, la carrière professionnelle des femmes était une chose qui devait être avant tout autre respectée. C'était le critérium absolu. Le dépassement de la barbarie, la sortie du Moyen Âge. En même temps, je n'étais peut-être pas absolument un moderne, puisque cet impératif, j'avais pu envisager, même quelques secondes, de m'y soustraire. Mais une fois de plus, je ne fis rien, je ne dis rien, je laissai les événements suivre leur cours, alors qu'au fond, je n'avais aucune confiance dans ce retour à Paris. Paris, comme toutes les villes, était faite pour engendrer la solitude, et nous n'avions pas eu assez de temps ensemble, dans cette maison, un homme et une femme, seuls face à face. Pendant quelques mois, nous avions constitué l'un pour l'autre le reste du monde. Est-ce que nous arriverions à maintenir cela? Je ne sais plus. Je suis vieux maintenant, je n'arrive plus bien à me souvenir. Mais il me semble que j'avais déjà peur et que j'avais bien compris, déjà à cette époque, que le monde social était une machine à détruire l'amour. De cette période à Clécy, il ne me reste que 2 photographies. Nous avions trop à vivre, j'imagine, pour perdre notre temps en selfie. Mais peut-être aussi cette pratique était-elle moins répandue à l'époque. Le développement des réseaux sociaux n'était encore qu'embryonnaire, si même ils existaient. Oui, sans doute à l'époque, les gens vivaient davantage. Ces photographies sont probablement prises le même jour, dans une forêt proche de Clécy. Elles sont surprenantes parce qu'elles datent probablement de novembre, alors que tout dans l'image, la lumière fraîche et vive, l'éclat des feuillages, laisse penser au début du printemps. Camille porte une jupe courte et un blouson coordonné en jean. Sur le blouson, une chemisette blanche, nouée à la taille, ornée d'imprimés représentant des fruits rouges. Sur la première photographie, son visage est illuminé par un sourire radieux. Elle éclate littéralement de bonheur, et il me paraît aujourd'hui insensé de me dire que la source de son bonheur, c'est moi. La seconde photographie est pornographique. C'est le seul cliché pornographique que j'ai conservé d'elle. Son sac à main, d'un rose vif, est posé dans l'herbe à ses côtés. Agenouillée devant moi, elle a pris mon sexe dans sa bouche. Ses lèvres sont reformées à mi-hauteur de mon gland. Ses yeux sont clos. Elle est tellement concentrée sur cette fellation que son visage en est vide d'expression. Ses traits sont parfaitement purs. Je n'ai plus jamais eu l'occasion de voir une telle représentation du don. Je vivais avec Camille depuis 2 mois
et j'étais installé à Clécy depuis un peu plus d'1 an, lorsque mon propriétaire mourut. Il pleuvait le jour de son enterrement, comme c'est souvent le cas en Normandie en janvier, et à peu près tout le village était là, des personnes âgées presque uniquement. Il avait fait son temps, entendis-je en suivant le cortège. Il avait eu une bonne vie. Le curé venait, je m'en souviens, de Falaise, à une trentaine de kilomètres, avec la désertification, la déchristianisation et toutes ces choses en dé. Le pauvre curé avait bien du travail. Il était sans arrêt sur les routes, mais enfin, là, c'était un enterrement facile. L'être mortel qui venait de s'évanouir n'avait jamais délaissé les sacrements. Sa fidélité était demeurée intacte. Un chrétien authentique venait de rendre son âme à Dieu. Et, il pouvait l'affirmer avec certitude, sa place était d'ores et déjà réservée aux côtés du Père. Ses enfants présents pouvaient certes pleurer car le don des larmes avait été accordé à l'homme et il était nécessaire, mais il ne devait nourrir aucune crainte. Il se retrouverait bientôt dans un monde meilleur où seraient abolis la mort, la souffrance et les larmes. Les 2 enfants en question étaient faciles à reconnaître. Ils avaient 30 ans de moins que la population de Clécy, et je sentis tout de suite que la fille avait quelque chose à me dire, quelque chose de difficile. J'attendis donc qu'elle vienne vers moi, sous une pluie obstinée et froide, alors que des pelletées de terre étaient lentement dispersées sur la tombe. Mais elle ne parvint à s'exprimer qu'au café où l'assistance s'était rassemblée à l'issue de la cérémonie. Voilà, elle était vraiment ennuyée d'avoir à me dire ça, mais j'allais devoir déménager. La maison de son père était enviagée et les acheteurs, hollandais, souhaitaient la récupérer rapidement. Il est assez rare que les viagers soient mis en location. Ceci se produit dans le cas d'un viager occupé dont le vendeur a conservé l'usufruit. À ce moment, je compris qu'ils étaient vraiment dans la merde sur le plan financier. La location d'un viager occupé est une formule qui n'est presque jamais utilisée, surtout parce que le locataire risque de faire les difficultés pour restituer le bien. J'essayai tout de suite de la rassurer. Je ne ferais pas de difficultés. Ça allait pour moi, j'avais un salaire. Mais eux-mêmes, est-ce qu'ils en étaient vraiment là? Eh bien oui, ils en étaient vraiment là. Son époux venait de perdre son emploi chez Grain d'Orge, qui traversait en effet de réelles difficultés. Et là, on rejoignait le cœur de mon travail, le cœur inavouable de mon incompétence. L'entreprise Grain d'Orge, fondée en 1910 à Livaro, c'était après la Seconde Guerre mondiale, diversifiée dans le camembert et le pont Lévesque. Elle avait connu son heure de gloire. Leader incontesté du Livaro, elle s'était hissée au second rang dans la production des 2 autres fromages de la trilogie normande, avant d'entrer au début des années 2000 dans une spirale de crise qui deviendrait de plus en plus aiguë, avant de s'achever en 2016 lors de son rachat par Lactalis, le numéro 1 mondial du lait. J'étais très au courant de la situation, mais je n'en dis rien à la fille de mon ancien propriétaire, parce qu'il y a des moments où il vaut mieux fermer sa gueule. Après tout, il n'y avait pas de quoi se vanter. J'avais échoué à aider l'entreprise de son mari et finalement à sauver son emploi. Mais je l'assurais en tout cas qu'elle n'avait rien à craindre, que je libérerais la maison dès que possible. J'avais éprouvé une réelle affection pour son père, et lui-même, je le sentais, m'aimait bien. De temps à autre, il passait m'apporter une bouteille. Pour les vieux, c'est important, les bouteilles d'alcool. Ils n'ont plus guère que ça. Avec sa fille, j'avais immédiatement sympathisé et elle-même avait énormément aimé son père. Cela se voyait. Son amour filial était franc, entier, inconditionnel. Pourtant, nous n'étions pas destinés à nous revoir et nous nous quittâmes avec la certitude que nous ne nous reverrions jamais, que l'agence immobilière s'occuperait des détails. Ce genre de choses se produit constamment dans la vie des hommes. Je n'avais en réalité pas la moindre envie de vivre seul dans cette maison où j'avais vécu avec Camille. Pas la moindre envie de vivre ailleurs non plus, mais je n'avais plus le choix. Il fallait agir. Son stage touchait vraiment à sa fin. Il ne nous restait plus quelques semaines et bientôt quelques jours. C'est évidemment pour cela, principalement et presque uniquement pour cela, que je décidai de revenir à Paris. Mais je ne sais quelle pudeur masculine me poussait à invoquer d'autres raisons lorsque j'en parlais à tout le monde et même à elle. Heureusement, elle n'était pas tout à fait dupe, et lorsque je lui parlais de mes ambitions professionnelles, elle me jetait un regard hésitant et peiné. Il était en effet regrettable que je n'ai pas le courage de lui dire simplement « Je veux revenir à Paris parce que je t'aime et que je vais vivre avec toi ». Elle devait se dire que les hommes ont leurs limitations. J'étais son premier homme, mais je pense qu'elle avait rapidement et facilement compris les limitations masculines. Ce discours sur mes ambitions professionnelles n'était d'ailleurs pas totalement un mensonge.
J'avais pu prendre conscience à la DRAF des limites étroites de mes possibilités d'action. Le vrai pouvoir était à Bruxelles, ou au moins dans les services de l'administration centrale en relation étroite avec Bruxelles. C'était là, en effet, qu'il fallait que j'aille si je voulais faire entendre mon point de vue. Seulement à ce niveau, les postes étaient rares, beaucoup plus rares que dans une DRAF, et il me fallut presque 1 an pour aboutir à mes fins. Année pendant laquelle je n'eus pas le courage de chercher un nouvel appartement à Caen. L'appart-hôtel Adagio offrait une solution médiocre, mais acceptable pour 4 nuits par semaine. C'est là que je détruisis mon premier détecteur de fumée. Presque tous les vendredis soirs, il y avait un pot à la DRAF. M'y soustraire était impossible. Je ne crois pas avoir jamais réussi à prendre le train de 17h53. Celui de 18h53 me faisait arriver à 20h46, gare Saint-Lazare. Comme j'ai déjà dit, je connais le bonheur et les choses qui le constituent. Je sais très exactement de quoi il s'agit. Tous les couples ont leurs petits rites, des rites insignifiants, un peu ridicules même, dont ils ne parlent à personne. L'un des nôtres était de commencer nos week-ends en dînant, tous les vendredis soirs à la brasserie Mollard, juste en face de la gare. Il me semble qu'à chaque fois, j'ai pris des bulles aux mayonnaise et un homard thermidor, et qu'à chaque fois, j'ai trouvé ça bon. Je n'ai jamais éprouvé le besoin, ni même le désir, d'explorer le reste de la carte. À Paris, j'avais trouvé à louer un joli 2 pièces sur cour, rue des Écoles. Je me retrouvais à moins de 50 mètres du studio où j'avais vécu pendant mes années d'étudiant. Je ne peux pourtant pas dire que la vie commune avec Camille me rappelait mes années d'étudiant. Ce n'était plus la même chose. Déjà, je n'étais plus étudiant, et surtout Camille était différente. Il n'y avait pas en elle cette légèreté, ce je m'en foutisme qui étaient les miens lorsque j'étudiais à l'agro. C'est une banalité de dire que les filles sont plus sérieuses dans leurs études, et c'est sans doute une banalité exacte. Mais il y avait autre chose. Je n'avais que 10 ans de plus que Camille, mais indéniablement quelque chose avait changé. L'ambiance de cette génération n'était plus la même. Je m'en rendais compte chez tous ses camarades. Quelle que soit leur filière d'études, ils étaient sérieux, bosseurs, accordaient une grande importance à leur réussite scolaire, comme s'ils savaient déjà qu'à l'extérieur, on ne leur ferait aucun cadeau, que le monde qui les attendait était inhospitalier et dur. Parfois, ils éprouvaient le besoin de décompresser, alors ils se saoulaient en groupe, mais leur saoulerie elle-même était différente de celle que j'avais connue. Ils s'enivraient brutalement, ingurgitaient à toute vitesse des doses d'alcool énormes, comme pour atteindre l'aboutissement le plus vite possible. Ils se saoulaient exactement comme devaient le faire les mineurs du temps de Germinal. La ressemblance était encore augmentée par le retour en force de l'absinthe, qui atteignait des titrages d'alcool ahurissants et permettait en effet de se torcher en un temps minime. Ce même sérieux qu'elle avait dans ses études, Camille le manifestait dans sa relation avec moi. Je ne veux pas dire par là qu'elle était austère ni guindée, au contraire, elle était très gaie, elle riait de rien, et par certains aspects, elle était même restée singulièrement enfantine. Elle avait parfois des crises de Kinder Bueno, des choses de ce genre. Mais nous étions en couple, c'était une affaire sérieuse, c'était même l'affaire la plus sérieuse de sa vie, et j'étais bouleversé, jusqu'à en avoir le souffle coupé, littéralement. Chaque fois que je lisais dans son regard posé sur moi la gravité, la profondeur de son engagement, une gravité, une profondeur dont j'aurais été bien incapable à l'âge de 19 ans. Peut-être partagea-t-elle ce trait aussi avec d'autres jeunes gens de sa génération. Je savais qu'autour d'elle, ses amis considéraient qu'elle avait de la chance d'avoir trouvé, et le caractère en quelque sorte installé, bourgeois de notre couple la satisfaisait en elle-même un besoin profond. Le fait que nous nous rendions chaque vendredi soir dans une brasserie 1900 vieillotte plutôt que dans un bar à tapas d'Oberkampf me paraît symptomatique du rêve dans lequel nous essayons de vivre. Le monde extérieur était dur, impitoyable aux faibles. Il ne tenait presque jamais ses promesses, et l'amour restait la seule chose en laquelle on puisse encore, peut-être, avoir foi.